Évidemment que le R6 Mark II s'en sort très bien en vidéo, mais cela va même au-delà de ça. Je vais prendre mon exemple. Je suis un utilisateur Canon de par la Canon C70 ainsi que le R6 première génération. R6 première génération qui me sert ici de caméra B pour filmer le R6 Mark II et ses menus parce que le but va être de te faire un retour d'expérience en naviguant à travers les menus. Eh bien, par rapport à mon écosystème, ce que je peux te dire, c'est que le R6 Mark II, à lui tout seul, sur une génération au-dessus du R6, se justifierait pour une upgrade de mon côté. Donc, c'est-à-dire que si j'enlevais la C70 de mon équipement et que je ne disposais que du R6, eh bien, sans aucun problème, le R6 Mark II justifie ce changement, cet upgrade ou cet ajout. Et je vais même aller plus loin. Je pense que si je ne devais utiliser qu'un seul boîtier et toujours dans l'univers Canon, je crois que le R6 Mark II est par rapport à mes besoins, j'ai bien dit mes besoins et pas mes envies, par rapport à mes besoins, me conviendrait même encore plus que le Canon R5C. Mais tu vas le comprendre au fur et à mesure, en tout cas, de mon partage de retour d'expérience sur celui-ci. Donc c'est pour te dire, pour te spoiler un peu à quel point, en tout cas, ce R6 Mark II est une belle évolution. Je me suis fait plusieurs notes ici sur mon smartphone, donc je vais les passer en revue avec toi. Et comme ça, on va voir un peu comment cela fonctionne. Alors, qu'est-ce que je retiens par rapport à l'évolution sur le R6 Mark II? On va commencer par l'image. Alors, au niveau de l'image, qu'est-ce qu'on va avoir? Comme tu peux le voir, je me suis mis ici sur la page du choix des résolutions. Donc, les résolutions, ce qu'il faut retenir, c'est que le Canon R6 Mark II filme sur base d'un capteur 6K pour nous délivrer une image en 4K. Donc, ça veut dire qu'on a un rendu qui est ultra sharp au niveau de l'image. Ce qui nous amène du positif comme du négatif. Le positif, c'est quoi? Eh bien, tout simplement sur le fait que lorsque tu viens avoir une utilisation professionnelle, et plus particulièrement pour de la création pour les contenus sur les réseaux sociaux, l'audience est habituée et de par la consommation de rendu d'images filmées avec un smartphone, c'est habitué à avoir ce rendu ultra sharp. Ce qui fait que même les clients qui vont me sous-traiter pour de la création sur les réseaux sociaux veulent ce rendu ultra sharp. Et donc ici, je vais l'avoir. Voilà. Le capteur R6, le R6 Mark II filme sur base d'un capteur 6K pour nous délivrer une image en 4K, ce qui fait qu'on a ce rendu ultra sharp qui est présent. Le côté négatif, tout simplement, dès que tu vas avoir un rendu un peu plus naturel, un peu plus de fiction, faut utiliser soit du filtre de diffusion ou alors diminuer cela en post-production. Mais en attendant, incroyable au niveau de l'image, on a ce rendu qui est ultra sharp, un rendu clinique, comme je dis toujours. Alors, pour le reste, rien n'a changé par rapport au R6 Mark I. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours bel et bien sur de la 4K jusqu'à 60 images par seconde, toujours bel et bien en 422 10 bits. Ce qui va changer par rapport à ça, c'est plusieurs éléments. Sur le fait que déjà, on n'a plus de limite de temps d'enregistrement. Là, par exemple, tu vois la vidéo que je suis en train de faire avec toi, eh bien, il faut qu'elle soit en dessous des 30 minutes, sinon le R6 Mark I qui est en train de filmer ici le R6 Mark II va se couper parce que je suis limité à 30 minutes. C'est plus le cas avec le R6 Mark II, on n'a plus de limite de temps d'enregistrement, donc ça c'est assez bien fait, fini en tout cas lors de longues sessions de devoir trouver une solution B pour pouvoir pallier à cette limite d'enregistrement. Au-delà de la limite d'enregistrement, il y a surtout le problème de surchauffe. Donc, c'est-à-dire que le problème de surchauffe est connu chez toutes les marques. Il était présent aussi chez Canon. Et ici, avec le R6 Mark II, je peux déjà te dire qu'en 4K jusqu'à 30 images par seconde, il n'y a plus de surchauffe. Ta seule limite, c'est la batterie et ton temps d'enregistrement sur la carte mémoire. C'est tout. Tu n'as plus de surchauffe. 4K 60 images par seconde, tu vas avoir de la surchauffe au-delà de 40 minutes. En enregistrement continu, je parle, et avec un temps de récupération qui est inférieur par rapport aux autres boîtiers. C'est des conditions en dessous des 30 degrés. Au-delà des 30 degrés, évidemment, le temps risque de diminuer. Par rapport à cette 4K 60 images secondes, si tu as réellement des besoins en 4K 60 au-delà de 40 minutes, tu peux très bien utiliser le mode recadrage film qui vient accroper dans le capteur. Et là, il n'y a plus aucun problème, tu n'as plus aucune limite. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus de limite, plus de problème de surchauffe en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Et en 4K 60 images par seconde sur l'entièreté du capteur, c'est 40-42 minutes avant une éventuelle surchauffe. D'accord ? Ce que je retiens toujours par rapport à ça, et sur la page sur laquelle je me trouve, c'est qu'il n'y a pas d'évolution au niveau des codecs. C'est des codecs qui restent très légers. Sans rentrer dans la technique, j'aurais voulu avoir en tout cas des codecs avec un bitrate un peu plus loin, un peu plus gourmand, donc un peu plus gros. Donc ouais, je suis un peu, j'aurais voulu une évolution à ce niveau-là. C'est toujours des bitrates un peu légers. Donc voilà, petit bémol par rapport à ça.
Je sors de cette page-là et je vais maintenant me diriger vers cadence rapide. Cadence rapide, si tu ne le sais pas, c'est le moyen chez Canon d'enregistrer au-delà de 60 images par seconde. Eh bien, là-dessus, j'ai deux soucis. Le premier, c'est que on n'a pas d'évolution. Donc, c'est-à-dire que ça reste sur un enregistrement en 120 images Full HD. Ça s'arrête là. Donc, on n'a pas d'upgrade au niveau de la résolution. Moi, j'aurais voulu avoir de la 4K en 120 images par seconde et on l'a pas. Ça reste du 120 images par seconde. Mais au-delà de ça, le truc qui me pose problème, c'est qu'il y a plein d'autres boîtiers sur le marché qui, en effet, ne proposent pas de 4K en 120 images par seconde, mais par contre, leur Full HD, ils vont la proposer jusqu'à 180, voire même jusqu'à 240 images par seconde. Donc, je trouve ça dommage, en tout cas, que Canon, ici, pour l'enregistrement en cadence rapide, voilà, dès qu'on bascule, dès qu'on l'active, c'est juste du 120 images par seconde en Full HD et rien d'autre. Donc, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais voulu une petite évolution par rapport à ça. C'est pas présent, on fait avec, c'est comme ça. D'accord? Je continue sur les autres évolutions. Alors là maintenant, ce que je vais rentrer sur le R6 Mark II, c'est clairement en fait sur les évolutions qui font que le R6 Mark II à lui tout seul justifie son upgrade et surtout ce qui pour moi est la première fois où je trouve que Canon a réellement essayé d'écouter tous ses utilisateurs vidéo. Donc, ils nous ont en fait intégré énormément d'outils super importants en tant que vidéaste. Et ça, c'est génial. Le premier, c'est ça. C'est le prise de vue anti-scintillement haute fréquence. Donc, en fait, ça va fonctionner comment? Je vais l'activer. Je vais le mettre ici. Voilà, je l'active. Je reviens sur, sur ma prise de vue classique. Et je vais remettre les réglages où on voit bel et bien la vitesse d'obturation facilement. Et maintenant, je vais venir grimper cette vitesse d'obturation. Et regarde comment elle est en train de grimper. Elle grimpe au degré près. Ce qui veut dire que si je suis dans un environnement qui présente du très mauvais éclairage sur lequel on va retrouver un balayage à l'écran, eh bien je peux vraiment m'ajuster à la fréquence de ce balayage tout simplement parce que j'ai ce mode anti-scintillement. Et ça, c'est génial. Ça, c'est top que Canon ait écouté en tout cas ses utilisateurs en proposant ça même dans leur boîtier hybride et pas seulement dans leur gamme cinéma. Donc, très très bon point. Tu vas voir qu'il y a toute une liste de petites choses comme ça qui font en fait que pour l'utilisation vidéo, le R6 Mark II se justifie vraiment à lui tout seul. Donc, merci Canon. Merci Canon de nous écouter par rapport à ça. Je continue. Alors, je continue, mais là dans le négatif. La balance de blanc personnalisée. C'est toujours un système archaïque chez Canon. Donc c'est un système archaïque dans lequel où tu dois prendre une photo, tu dois lire la photo et faire ta balance de blanc personnalisée sur base de cette photo. Il n'y a plus personne qui travaille comme ça à l'heure actuelle. Moi, je veux une balance de blanc personnalisée qui se fasse en temps réel. Je n'ai pas envie de faire une photo, d'aller la rechercher, de faire ma balance de blanc dessus. C'est trop long, c'est trop archaïque. Il faut que ça évolue, Canon. Ouais, ça, je comprends pas quoi. Ça, il faut changer. On peut plus proposer ce genre de système-là à l'heure actuelle. En attendant, c'est comme ça. J'aurais voulu une évolution. Je continue ici dans la correction d'aberration d'objectifs avec un élément que je vais t'expliquer à défaut de pouvoir te le montrer. Pourquoi est-ce que je ne sais pas te le montrer? Eh bien, tout simplement parce que le R6 Mark II dont je dispose ici est une unité de démo de chez Canon Belgique qui me l'a mis à disposition pour ce test. Et celui-ci, en tout cas, n'a pas bénéficié des dernières mises à jour qu'il y a eu ces derniers temps. Et en fait, chaque mise à jour a ajouté les différents objectifs qui sont compatibles avec l'outil que je vais t'expliquer juste ici. Donc, en l'occurrence, tu vois ici que est monté sur mon R6 Mark II le RF7200 F4. Il est mis correction non disponible. Ben, avec la dernière mise à jour, maintenant, c'est disponible. Alors, cette correction de respiration de mise au point, c'est quoi? Lorsque tu viens utiliser un objectif et que tu fais un transfert de mise au point entre ce qui se trouve très près ou très loin, tu vas avoir un changement de cadre. Tu as ton cadre qui va respirer en fait, qui va s'agrandir ou qui va diminuer. Et ici, avec cet outil, eh bien, suivant l'objectif que tu viens utiliser, le R6 Mark II va appliquer un léger crop pour en fait contrecarrer cette respiration. Ce qui fait que lorsque tu fais des transferts de points, qui sont des éléments hyper importants lorsque tu fais par exemple des plans d'illustration, tu n'as plus cette ouverture de cadre. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment top. Je trouve ça génial en tout cas de nous mettre ça à disposition dans ce R6 Mark II. J'aurais voulu pouvoir te le montrer en action, mais je n'ai pas la possibilité, ou en tout cas, je ne préfère pas risquer de mettre ce boîtier-là à jour parce qu'il ne m'appartient pas. Donc voilà, donc j'ai pas eu la possibilité de te le montrer, mais le fonctionnement est présent et ça a déjà été montré chez d'autres constructeurs.
Ici, voilà, ils l'ont intégré. Merci Canon, ça fait plaisir. C'est le genre d'écoute en tout cas sur lequel je vais attacher de l'importance par rapport à une utilisation vidéo. Je continue dans les menus et je vais retrouver ici le préenregistrement. Le préenregistrement, c'est quoi? Alors déjà, tu peux voir qu'on sait le sélectionner soit sur 3 ou 5 secondes. Ça fonctionne comment? De nouveau, un outil super important. Dès que tu viens à activer celui-ci, le R6 Mark II en fait, va lancer une boucle d'enregistrement sur ta carte SD qui sera de 3 ou de 5 secondes tout le temps. Ce qui veut dire que tu te trouves face à une scène d'un sportif, par exemple. Tu parles avec quelqu'un et tu as oublié de lancer l'enregistrement alors qu'il vient de faire un geste magnifique. Tu appuies sur le bouton à ce moment-là et en fait, tu vas redisposer de 3 ou 5 secondes qui se sont passées avant que tu appuies sur le bouton d'enregistrement. Donc, pour plein de situations, c'est important. Je te donne l'exemple du sportif, mais ça peut être aussi lors d'un mariage. Tu n'avais pas fait attention, mais le marié a embrassé la mariée et tu n'as pas prêté attention, tu as enclenché, tu as mis ça trop tard. Eh bien, si tu avais activé cette option au préalable, aucun problème, tu vas récupérer les 3 ou les 5 secondes juste avant qui, crois-moi, c'est énorme d'avoir ça à disposition. Donc là, de nouveau, un excellent bon point de nous mettre ça à disposition. Ça fait vraiment plaisir. Je continue toujours dans cette évolution. Et là, on va retrouver l'intégration des fausses couleurs, qui est incroyable de la part de Canon de nous proposer ça pour la première fois dans un boîtier hybride. Ça, c'est vraiment à souligner. C'est la première marque à le proposer. Donc Canon l'a fait, ils nous l'ont intégré, ces fausses couleurs, mais par contre, ils l'ont fait à la sauce Canon. Tu vas comprendre pourquoi d'ici quelques instants. C'est un petit sourire que j'ai, mais en gros, ça me gonfle un peu, quoi. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, et je vais revenir sur prise de vue classique, tu peux voir que moi j'ai assigné en fait les fausses couleurs à un bouton, à un raccourci, tellement que c'est un outil puissant. Donc si jamais tu ne sais pas ce que sont les fausses couleurs, n'hésite pas à regarder le lien de la vidéo qui est mis en description, ça te redirigera vers une vidéo où je te montre le fonctionnement des fausses couleurs. Moi je l'ai assigné au bouton AF On et tu peux voir que si j'appuie dessus, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Eh bien parce que dans la logique de Canon, il y a toujours des outils qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. En l'occurrence, ici, et malheureusement, eh bien, les fausses couleurs, elles ne savent pas fonctionner tant que tu utilises une lutte d'affichage, donc une lutte d'assistance. Tant que tu utilises ça, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Si maintenant je viens à désactiver ma lutte, mon aide à l'affichage, comme tu peux le voir ici, je récupère un retour d'image log brut, et bien là par contre je peux activer les fausses couleurs. Voilà, là maintenant mes fausses couleurs sont activées, ça fonctionne bel et bien, tu vois, je les active, je les désactive, mais par contre ça ne peut pas fonctionner en même temps que l'aide à l'affichage, donc l'affichage avec la lutte de conversion Rec 709. Et voilà, et ça c'est quelque chose sur lequel on est habitué chez Canon. Pourquoi est-ce que je dis qu'on est habitué chez Canon? Eh bien tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai la même chose ici, tu vois, je ne peux pas utiliser les zébrures et je ne peux pas utiliser le picking. Et si je désactive les fausses couleurs, eh bien le picking, eh bien si je viens à l'activer, là je ne peux plus utiliser les zébrures. Inversement, même chose, si je viens à activer les zébrures, je ne peux plus utiliser le picking. Donc tu vois, c'est toutes des choses comme ça qui font que c'est un peu à la sauce Canon. Canon ne nous laisse pas la possibilité d'utiliser tous les différents outils en même temps. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Même chose, là, il faudrait que ça évolue. Mais en attendant, je préfère quand même ça et avoir les fausses couleurs que l'inverse. Là, ils nous ont mis les fausses couleurs. Alors, évidemment que les fausses couleurs, tu peux les utiliser avec un moniteur externe. Mais là, le fait de les avoir dans un boîtier hybride intégré, c'est bonheur. Franchement, c'est bonheur d'avoir ça. Moi qui suis un gros utilisateur de ça, ouais, je suis vraiment, vraiment content de les avoir. Alors, je continue toujours par rapport à ça, dans le menu, où on va retrouver la sortie RAW en HDMI. Tu as la possibilité d'enregistrer de façon externe en ProRes RAW en 6K jusqu'à 60 images secondes. C'est balèze. Point négatif, c'est toujours du micro HDMI. Il n'y a pas de full HDMI sur le boîtier, c'est toujours du micro HDMI. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage en tout cas de ne pas avoir d'évolution. Canon, on est en 2022. Toutes les autres marques se sont remis à du Full HDMI. Il faut nous remettre du Full HDMI. Il faut arrêter avec le micro HDMI. Donc ça, c'est dommage. Ça aurait dû avoir une évolution par rapport à ça. Je continue ici et on va basculer sur l'autofocus. Alors, au niveau de l'autofocus, Canon nous a mis ici une option qui, de base, n'est présente que dans leur gamme Ciné. Alors, tu as la possibilité d'activer soit une détection priorité ou une détection seule sur le sujet, sur le visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu es en mode détection seule, eh bien, le point ne se refera jamais à d'autres endroits qu'en dehors du visage. Donc, si jamais j'utilisais ici le R6 Mark II face caméra et que je venais à sortir du cadre, le boîtier ne va pas commencer à rechercher une mise au point derrière.
il va s'arrêter là où est un visage. Et c'est tellement important quand tu fais des plans d'introduction, des plans classiques que tu vas retrouver dans des documentaires, par exemple, tu sais, où la personne arrive, elle marche face caméra et elle sort du cadre. Eh bien, ça, c'est des situations où tu peux le faire enfin sans aucun problème et de façon automatique. La personne va sortir du cadre, c'est pas grave, tu auras le bel arrière flou qui va rester, le boîtier va pas aller chercher son point derrière, sa mise au point derrière. Donc, merci Canon de nous avoir mis ça dans votre partie photo. En fait, j'ai presque l'impression que pour une fois, les équipes du département ciné et photo se parlent, tu vois, c'est vraiment, ils s'échangent en tout cas des informations et des produits, donc c'est bien en tout cas de nous avoir mis ça, ça fait plaisir, ça c'est le genre d'éléments qui sont importants pour moi. Alors, je continue toujours sur l'évolution qu'on va retrouver. Eh bien, c'est tout simplement, j'ai désactivé les fausses couleurs, c'est tout simplement le fait d'avoir maintenant un switch. Donc, comme tu peux le voir, le bouton qui est juste ici, ça c'est un switch bouton qui te permet de passer du mode photo au mode vidéo. Et là, ça c'est ce bouton entre guillemets qui pourrait faire que je pense que ce boîtier, et par rapport à mes besoins, fait que ça serait plus intelligent pour moi de prendre ça plutôt qu'un Canon R5C. Pourquoi? Eh bien parce qu'il m'arrive en tout cas de faire des réalisations dans lesquelles on va me demander de faire 10% de photos. Au-delà de 10%, je dis toujours non, parce que je dis toujours que c'est pas possible de faire de la photo et de la vidéo en même temps. Il faut alors prendre une deuxième personne qui fera soit l'un, soit l'autre. Mais c'est pas possible de faire les deux, sauf que voilà, quand ça représente 10% du projet, c'est encore faisable. Quand j'ai utilisé le Canon R5C, ce que je me suis aperçu, c'est que le temps de switch pour ces situations-là était trop long. Donc, c'est-à-dire que de passer du mode photo au mode vidéo, on tournait dans l'air entre 5 et 7 secondes. Et des fois, tu peux louper quelque chose sur ce temps-là. Ici, regarde le passage. Donc là, je suis en mode vidéo, photo, vidéo, photo, vidéo. C'est génial. J'ai un temps de switch instantané. Donc, ça me permet à l'heure actuelle de proposer ce service donc sur lequel je vais gagner de l'argent. Hein. C'est le genre de service de production qu'on va me demander et le boîtier il répond de cette façon-là. Donc ça, c'est génial que maintenant, en tout cas, j'ai un bouton qui est entièrement dédié. Alors, ça va même aller plus loin sur le fait d'avoir maintenant ce switch qui nous permet de passer d'une infrastructure vidéo à une infrastructure photo. Donc, un temps de switch nickel. Et alors, surtout, et ça c'est important, le fait d'avoir la possibilité de basculer maintenant sur un mode photo, mode vidéo, tu peux utiliser les préconfigurations du boîtier. Donc, c'est-à-dire que sur la molette de droite, tu as C1, C2, C3. Et bien maintenant, tu peux les utiliser et les préenregistrer pour de la vidéo. C'est-à-dire qu'en C1, voilà, je vais me mettre avec plus d'infos pour que tu vois mieux. Je suis en 4K, 24 images par seconde. En C2, il me met un petit message d'alerte en me disant qu'en 4K, 60 images secondes, je peux avoir de la surchauffe au-delà de 40 minutes. J'aurais aimé le fait qu'on puisse désactiver totalement ce message, mais ce n'est pas encore le cas. Mais tu vois, je suis en 4K 60. Ici, je me remets en C3, je suis en Full HD 120. C2, 4K 60. C1, 4K 24 images secondes. Ça, c'est super important pour moi. Et ça, même chose, je ne l'ai pas sur le R5C. Donc, tu vois, c'est des détails, hein, mais qui font que, ouais, c'est méga, méga important. Et l'évolution, elle est bel et bien présente par rapport au R6 première génération. Autre chose, je lance l'enregistrement. J'ai une bordure rouge. C'est con, hein, mais c'est de nouveau important. Le nombre de fois où tu fais dire quelque chose à la personne, ou tu fais des plans d'illustration, etc. Tu rappuies sur le bouton en disant « j'arrête la prise » et là, tu vois que ça se lance. Et tu n'avais pas fait attention, mais tu avais mal appuyé sur le bouton. Ici, ça ne peut plus arriver vu que tu es conscient. Voilà, il y a un cadre rouge qui est présent quand tu es en train de lancer l'enregistrement. Tu ne peux plus faire d'erreur. Tu peux plus faire d'erreur. Donc ça, merci, ça fait plaisir. Je continue dans les évolutions. Alors, on est conscient en tout cas du problème sur le R6 et de mémoire aussi sur le R5 que lorsque tu utilises un ultra grand angle et que tu marches avec ton boîtier, tu as un effet de gelée sur la périphérie de l'image. C'est toujours le cas, il n'y a pas vraiment d'évolution là-dessus, c'est toujours le cas. Le R6 Mark I avait un rolling shutter qui n'était pas fou, tu as une évolution ici, le rolling shutter est quand même de meilleure qualité, donc ça a évolué. La dynamique, je reviens là-dessus, c'est quelque chose sur lequel j'aurais voulu avoir une évolution, en tout cas sur cette dynamique, comme je l'ai dit, c'est quelque chose sur lequel j'aurais voulu qu'on se situe au-dessus de la moyenne, enfin dans la moyenne plutôt du marché. La moyenne, et pour tout ce qui est capteur dit plein format, on se situe plus ou moins dans les 14 diaph de dynamique. Ici, on peine en tout cas à arriver sur les 13, donc j'aurais voulu avoir une amélioration sur la dynamique du boîtier. La montée en ISO, fidèle au R6.
Donc le R6, et c'est pour ça moi d'ailleurs que je suis équipé d'une C70 et d'un R6, c'est tout simplement pour les performances en basse lumière. Là où la C70 s'arrête, le R6 prend le relais. On a une montée en ISO qui est incroyable avec un rendu d'image de fou. C'est toujours le cas ici sur le R6 II. On a toujours une belle montée en ISO. Donc ça de nouveau, ça fait plaisir. Bref, comme tu peux le voir, plein de petites évolutions, mais qui rassemblées tout ensemble, ben en tout cas vont faire une énorme différence. Comme je te l'ai dit, en l'utilisant, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ben en fait, David, si tu n'avais qu'un boîtier R6, d'office, tu fais le switch ou tu fais l'ajout du R6 Mark II parce qu'il n'y a pas photo. Il va vraiment te simplifier la vie d'un point de vue utilisation vidéo. Tout ce qui a été amené en plus de la part de Canon, de son écoute en tant que, par rapport à nous en tant qu'utilisateurs sur l'aspect vidéo, ils l'ont fait. Ils peuvent encore nous amener plus, mais ils nous ont déjà amené ici une excellente partie, une très bonne partie de tout ce qu'on avait besoin. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je me suis dit, c'est que l'évolution, elle est justifiée. Au-delà de ça, comme je t'ai dit, je pense sincèrement que si je ne devais utiliser à ce jour qu'un seul boîtier hybride dans l'univers Canon, et toujours par rapport à mes besoins, pas par rapport à mes envies, mais par rapport à mes besoins, ben, c'est ce boîtier-là en fait qu'il me faut. C'est vraiment ce boîtier-là. Donc, ils l'ont très très bien fait. Par contre, maintenant, je vais te parler de quelque chose qui m'ennuie. Et là, je pointe pas forcément spécialement Canon, mais c'est plus l'ensemble du marché à l'heure actuelle. Quand tu dépensais, il y a plus ou moins 2 ans, un peu plus de 2 ans, quand tu dépensais 2200 € pour un boîtier, ben ces 2200 € à l'heure actuelle, en 2022, il se rapproche plus en fait des 3000. Parce que le boîtier ici, le R6 Mark II, il chiffre à 2800 € TVA comprise. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aurais voulu un tarif à maximum 2005. C'est psychologique, hein, parce que c'est pas pour la différence des 300 € qui pourrait me bloquer sur l'acquisition, c'est pas ça le problème. Mais psychologiquement, ça me fout un peu les boules de voir que le prix qui était de 2002 à l'époque, ben, maintenant, et sur la majorité, hein, c'est pas que Canon, hein, mais maintenant, tu te rapproches à chaque fois plus des 3000. Donc voilà, donc là, on a à 2008, TVA comprise. Est-ce qu'il les vaut? Ben oui, parce qu'il va répondre à des besoins que j'ai et donc forcément, il va augmenter ma rentabilité, et cetera. Toujours dans un environnement professionnel, je te parle. Si maintenant tu es passionné et que tu as envie de partager ta passion au maximum et de le faire dans un cadre optimal, ben oui, toujours, ça les vaut, évidemment que ça les vaut. Mais n'empêche que, voilà, tu es obligé maintenant de débourser autant d'argent. Donc, j'aurais préféré avoir un tarif, tu vois, dans les 2005. Moi, ça m'aurait un peu plus plu. Donc voilà, petit bémol par rapport à ça. L'avantage, par contre, c'est qu'a priori, le R6 Mark I reste toujours dans le jeu, reste toujours dans le line-up. Donc tu pourras faire ton choix entre le R6 Mark I et le R6 Mark II. Mais voilà. Mais de façon générale, ouais, je suis super content du boîtier. Canon, vous avez fait un super bon boulot. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et honnêtement, quand je vois ce que vous avez fait ici sur le R6 Mark II, je suis curieux en tout cas de voir ce que vous pourriez faire sur un R5 Mark II. Est-ce que vous allez nous proposer autant de fonctionnalités vidéo sur le R5 Mark II que sur le R6 Mark II? Si c'est le cas, waouh, là, je vous attends au tournant. Je suis vraiment impatient de voir ce que vous allez faire. Donc, d'une façon globale, incroyable boîtier, petit bémol, j'aurais voulu un tarif dans les 2500. Voilà en tout cas ma conclusion générale. Bref, je te retrouve dans une autre vidéo sur la chaîne 100% vidéo Canon et je te dis à tout de suite.